Passeur d'idées, Pierre Chavot, dans ses livres, crée des passerelles entre nos origines et le monde d'aujourd'hui. Optimiste, militant, il nous invite au changement en incarnant ses rêves et en les partageant. Et si le rêve était en fait une réalité qui n'existe pas, enfin, pas encore, c'est-à-dire une idée en devenir. Je croyais quand j'étais enfant que je jouais avec mon frère et ma sœur, comme tous les enfants. Enfin, alors, je ne suis pas venu ici pour vous parler de moi, mais pour vous parler de vous, de nous. Et souvent, dans nos sociétés, on essaye de dissocier le rêve et la réalité. Tous les intervenants d'aujourd'hui vous rappellent combien ils sont liés, combien ils sont indissociables. Par exemple, un film comme Avatar de James Cameron, ou même le 5 éléments de Luc Besson sont nés d'un rêve. Donc le rêve peut s'inscrire dans une réalité qu'il va contribuer à façonner. Et donc, je vous invite à explorer ce rôle bâtisseur. On va commencer par un petit voyage dans les mots. Vous savez, le mot songe, jusqu'en 1650, désignait ce qu'on peut appeler le processus du rêve. Et puis à partir de 1650, on s'est mis à parler plutôt de rêve, alors que le songe, lui, désigne plutôt la qualité du sommeil, le rêve, on est venu à désigner plutôt l'expérience. Par exemple, bon, vous imaginez, rêve d'une nuit d'été de Shakespeare, ça n'a absolument aucun sens, c'est nul. Par contre, le songe d'une nuit d'été, c'est classe. Mais le rêve, lui, vraiment est entré dans le vocabulaire. C'est quelque chose de dynamique, c'est un risque, on vous l'a dit. C'est une expérience, c'est aussi un pouvoir. Et le rêve fait partie du quotidien. Du coup, certains personnages, comme les chamans, qu'on a déjà évoqués, sont au cœur du fonctionnement de certaines sociétés. Ils vous emmènent, ils vous embarquent, ils prévoient. Éric Catelin vous a très très bien et magnifiquement parlé de nos chers Grecs, des Chinois, des aborigènes, pour qui le temps du rêve est central. Et Morphée, par exemple, eh bien, il est au cœur du sommeil, c'est un non-héroï, d'accord ? Mais sa plante emblématique, c'est quoi ? C'est le pavot. Et qu'est-ce qu'on extrait du pavot ? Un dérivé qui s'appelle la morphine. Vous voyez, tout est lié, rien n'est dissocié. Le rêve est quotidien, le rêve est bâtisseur. Chez les Mongols, par exemple, eh bien, le rêve est très important, surtout celui qui précède le réveil, parce qu'il est déterminant, pas pour soi, mais pour les autres. Le rêve n'est plus je, il est nous. Et pour ça, il faut pouvoir l'interpréter. Quelquefois, l'interprétation est difficile. Alors, on recourt à un sage des rêves, qui peut être justement un chaman, un lama bouddhiste. On recourt aussi à des supports, comme un livre Clé des songes, un livre chinois vieux de 30 000 ans, de 3 000 ans, et qui, de toute façon, n'a pas changé depuis 3 000 ans. Ce serait 30 000, ce serait pareil. Le rêve est éternel. Alors, on va aller même plus près de chez nous. Vous savez, dans nos magnifiques landes de Gascogne, eh bien, vous avez un être maléfique. C'est le cauchemar personnifié. Il s'insinue dans les trous de serrure, dans les embrasures de fenêtres. Il vient vous hésiter, il rentre en vous, au tréfonds, jusqu'à vos entrailles. Et là, il vous possède. Et ça, c'est le Shaopi. Et il est responsable, bien sûr, de tout. Alors, pour s'en débarrasser, on lui dit « va-t'en !» Ou alors, on lui dit « tu veux te battre ?» Mais pour ça, il faut pouvoir déjà l'apercevoir et ensuite l'attraper. Oui, le rêve est quotidien, le rêve est bâtisseur. Des auteurs, d'ailleurs, s'en sont emparés, bien sûr dans l'Antiquité, mais plus près de nous, pour élaborer des systèmes de pensée. Le pionnier de tout ça, bien sûr, c'est notre cher Thomas More, qui, en 1516, avant de se faire couper la tête par Henri VIII, a publié son fameux Utopia, un néologisme donc, qu'il avait inventé, qui veut dire « en aucun lieu ». Et que fait notre ami Thomas More ? Il invente une île au système politique parfait, où règne l'harmonie, la justice, l'équité, c'est-à-dire l'antithèse de l'Angleterre de son époque. Seule petite ombre au tableau, il aimerait bien que cette idée s'exporte, et pour ça, convaincre les peuples environnants que ce serait bien d'épouser l'utopie, quitte à employer la force. Comme quoi, même si on rêve, même si on est dans l'utopie, en tout cas, personne n'est parfait et personne n'a la certitude. Mais Thomas More, lui, il ouvre une voie. Il montre que l'utopie n'est pas une chimère.
parce que l'utopie, elle peut être concrète, et elle est concrète. Et le courant utopique qui va se développer jusqu'au XXe siècle, jusqu'à notre époque, est porteur d'idées qui vont même, pour certaines, se réaliser dans un sens bénéfique, dans un sens qui, quelquefois, l'est beaucoup moins. Mais peu importe, l'utopie est porteuse de rêves et de réalisations. Et les utopistes sont concrets, ils sont sur la terre. L'utopie vit, elle réalise. Jusqu'à la Révolution française. On va prendre un auteur comme Louis-Sébastien Mercier. Ah, Louis-Sébastien Mercier, un homme formidable, auteur des songes philosophiques qui portent sur différents sujets, un grand copain de cette femme extraordinaire qui s'appelle Olympe de Gouges. Alors je vous amène et je vous emmène pour relire sa déclaration des droits de l'homme, femme et de la citoyenne de 1791, d'une formidable actualité, et dans laquelle elle dit que les femmes ont le droit de monter à l'échafaud comme les hommes. Et Olympe de Gouges va se faire couper la tête pour ses idées. Alors, évidemment, dans ce décor, qu'est-ce qu'il invente, notre ami Louis-Sébastien Mercier, en 2440 Eh bien, de ses contemporains, en 1768, qui s'endort à Paris, qui se réveille à cette date très très lointaine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il découvre un monde particulièrement pessimiste, comme quoi l'utopie n'est pas forcément, ou en tout cas le rêve, quelque chose de très gai. C'est un peu noir. Et en plus, il peint les femmes sous un jour d'une misogynie, mais vraiment à claquer. Elles sont dépensières, cancanières, légères. Mais heureusement, en 2440, mesdames, vous êtes soumises. Alors évidemment, on ne peut pas approuver une telle horreur. Et puis Olympe de Gouges doit se retourner dans sa tombe. De toute façon, ce n'est pas le seul à la faire se retourner dans sa tombe. Il n'empêche, il s'est quand même inspiré de Thomas More. Alors on va franchir un siècle. Toujours le siècle de l'utopie. Et on va alors aborder un auteur beaucoup plus réjouissant qui s'appelle Jacques Robida. Et Jacques Robida, il n'arrête jamais, il est tout le temps dans l'effervescence, il invente, il crée. Il est d'une production absolument prodigieuse. Et il écrit 3 ouvrages contemporains donc, de Jules Verne, qu'on peut dire des ouvrages d'anticipation, dans lesquels il décrit le monde de demain, le XXe siècle, la guerre au XXe siècle, qui est malheureusement très très en avance sur son temps. Il écrit également le XXe siècle, la vie électrique. Et dans le XXe siècle, alors, il décrit un Paris traversé par des aéronefs, une maison tournante, et puis dans ce XXe siècle, les femmes, elles, bénéficient enfin d'un statut bien complètement, radicalement à l'opposé de celui de Mercier, c'est-à-dire enfin libre. Et elles ont même, comme vous le voyez sur l'écran, des cours de séparation de corps et de biens dans le cas d'un divorce. Et il invente surtout un matériel extraordinaire qui s'appelle le téléphonoscope. Alors en quoi consiste le téléphonoscope, puisque l'action est censée se situer en 1950 ? En un écran plat, sur un mur, sur lequel vous pouvez regarder une retransmission de pièces de théâtre, même si vous êtes en Afrique, sur laquelle vous pouvez surveiller les gens, sur laquelle vous pouvez aussi regarder d'autres personnes, sur laquelle vous pouvez même regarder des trucs un peu cochons. Et ça vous fait penser à quoi? À Internet, bien entendu. Alors vous voyez que ces auteurs vous dressent un portrait assez différent de l'utopie. On franchit encore un peu de temps et on peut par exemple parler de H.G. Wells, La machine à remonter le temps, pareil, auteur d'anticipation, L'homme invisible, La guerre des mondes, pas toujours très drôle, mais H.G. Wells, il avait un rêve par exemple, c'était de réunir tout le savoir du monde dans une bibliothèque. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la numérisation, comme quoi il faut un petit peu de décalage. Et puis après lui, vous avez un auteur comme Barjavel, français, qui décrit Ravage avec toute l'ambiguïté que l'homme entretient avec la machine qu'il voudrait dompter, la machine qui dépend de l'électricité, et ce livre qui se finit par un magnifique point d'interrogation. Est-ce qu'on est en capacité d'être les maîtres ou les esclaves de la machine? Donc vous voyez que l'utopie, le rêve, est quelque chose de dynamique. Et tout ça, en fait, dépend de nous, dépend de vous. Des auteurs continuent d'ailleurs à travailler. En 2011, un site qui s'appelle La vie des idées a demandé à un certain nombre d'auteurs justement de réfléchir à la manière dont ils verraient le monde en 2112. C'est assez saisissant. J'ai donc demandé à des chercheurs de divers horizons d'imaginer des utopies pour après-demain, les formes de l'avenir à partir des doutes du présent,
en fuyant ses certitudes, s'affranchir du pessimisme et de la résignation qui bride l'imagination politique contemporaine. Juste 3 exemples. Comment les écarts de revenus entre les riches et les plus modestes sont enfin plafonnés? Le rêve. Pour garantir la cohésion sociale et préserver l'environnement. Un autre auteur, 2e rêve. Un grand Paris traversé par des lignes à grande vitesse, renvoyant au musée les antiques automobiles à la fois complexes et dangereuses. Ah, le rêve. Du vélo partout. 3e rêve. La 6e République, née en 2012, a réintroduit le principe du tirage au sort dans les procédures démocratiques françaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon le principe athénien, vous savez, avec son agora où on parlait des rêves, eh bien vous pouvez, vous, madame, vous, monsieur, ici, là, devenir ministre demain. Alors laissons le rêve exister, parcourir, vivre. Laissons ceux qui vous disent, comme l'évoquaient d'autres speakers, oui, tu rêves, mais tu vas, etc. Non, 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 non. Laissons-les de côté. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, donc je devais avoir 9 ou 10 ans, il y avait à côté de chez moi une librairie. Et une libraire, je lui rends hommage, Madame Chombard. Et je revenais de l'école et j'allais chez elle, et c'était un capharnaüm incroyable. Il régnait une odeur spéciale entre le papier, la colle, et puis ces espèces de cigarettes malodorantes, des brunes épouvantables qu'elle fumait du matin au soir, avec ses lunettes sur le bout du nez, près de son poêle à charbon qui brûlait l'hiver. Et j'entendais la conversation, ça pouvait être 10 minutes, un quart d'heure. Ma mère ne s'inquiétait pas d'ailleurs, parce qu'elle savait que j'étais en bonne main. Et puis cette femme, avec mes proches, bien sûr, ma famille, elle a concouru à bâtir l'homme que je suis aujourd'hui. Elles ont concouru à m'insuffler des rêves, d'autres rencontres, des rêves qui continuent, une dynamique toujours. Et un jour, je me suis dit, en regardant la télévision en couleur, tout d'un coup, on était passé du noir et blanc à la couleur, vous imaginez. J'ai découvert Coppelia de Léo de Bible et je me suis dit, tiens, si je devenais danseur. Et ça faisait longtemps déjà, en sortant de cette librairie, que je me disais « Ah, mais tu es le prince d'un royaume. Le problème, c'est que personne dans le monde ne sait que ce royaume existe et que tu es prince. Il va falloir le dire à tout le monde. » Et un jour, donc dans ce cours, qui était dirigé par une danseuse qui est devenue une figure presque mythique, qui s'appelait Nina Tikhanova, ancienne du Bolchoï, je mettais beaucoup d'ardeur. Et un jour, elle me dit « Pierre, il faut que je te parle. Tu es très, très motivé, mais tu es meilleur pour la gymnastique. » Bon, le talent en moins, mais la motivation, j'étais très motivé parce qu'il y avait que des filles. Et en plus, une Eurasienne avec des yeux verts, d'une beauté somptueuse. Et un jour, un spectacle de fin d'année, j'ai fini par me transformer en prince charmant. Vous imaginez, à 13 ans, j'avais le palpitant comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tendu une rose à cette princesse de mes rêves. Et tout d'un coup, mon rêve est devenu réalité. Alors oui, nous pouvons vivre les rêves. Le rêve est du vécu. D'ailleurs, je vais vous demander une petite expérience. Aie confiance. Je vais vous demander de fermer 5 secondes les yeux et d'imaginer, de penser à un rêve. Votre plat préféré, votre maison préférée, ce que vous voulez. Et je vous retrouve. Attention, c'est parti. Voilà, c'est bon. Alors, c'était comment ? Je vais vous demander aussi de noter ce rêve dans votre tête, sur un bout de papier, où vous voulez, et ensuite de le partager, tout à l'heure, après. Parce que c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est une rencontre, tout simplement. Tout le monde le dit, mais il faut le vivre. Une rencontre avec l'autre, et avec soi-même, mais ensemble. Et ça, les jeunes, par exemple, ils l'ont très très bien intégré, la rencontre. Ils sont capables maintenant de créations extraordinaires. Par exemple, ils peuvent très bien utiliser l'Internet, qui est aussi un outil du rêve. Il faut en tenir compte. Et puis, de vous créer un monde. Mais après, ce monde, il le relie toujours à la réalité. J'ai la chance d'enseigner, et bien de rencontrer ces jeunes fréquemment et de partager avec eux ces rêves. C'est formidablement réjouissant. Et ils ont besoin de ces ponts. Par exemple, à l'ISEG où j'enseigne, une des écoles, on fait du pilotage de projets de fin d'études. Et bien le net est un support, n'est pas l'essentiel, n'est pas le cœur, parce que leur but c'est de le porter au monde, de créer quelque chose. Par exemple, ils pourraient très bien créer un site de rencontre, vous savez, selon le principe, voilà, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme que j'aime et qui chaque fois la même, n'est jamais la même, ni tout à fait une autre, et qui même elle me comprend. Ça peut être valable pour les messieurs aussi.
eh bien après, ils peuvent aussi créer la maison du célibataire. Pourquoi pas? Simplement, les jeunes, aujourd'hui, ont l'impression que leurs rêves ne sont pas assez pris en compte, parce qu'il existe un réel écart gigantesque avec les générations précédentes, et que cet écart, il faudra le réduire. C'est impératif si nous voulons continuer à rêver et à construire. Et Michel Serres, cet homme exceptionnel, qui, quand il vous parle, vous rend intelligent, avec simplicité et générosité, dit qu'il y a en chacun de nous un trésor, et que ce trésor ne demande qu'à éclore, qu'à se développer, à être partagé. Et il dit aussi qu'il aime les jeunes. Oui, aimons les jeunes. J'aime les jeunes. Aimons-nous tous. Alors vive les jeunes, vive les vieux, c'est-à-dire vive tout le monde. On pourrait créer des ponts, des rencontres. Par exemple, les vendanges d'autrefois, on y prenait nos premières cuites, on rencontrait l'autre, l'étranger, le différent, on connaissait nos premières amours. On pourrait même créer encore plus concret. Je vous le propose, créons des maisons du rêve. Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque bourgade. Une maison de rêve, on peut déposer ses rêves, où on peut les partager. Un rêve qu'un vieux pourrait parrainer pour un jeune et qu'un jeune pourrait parrainer pour un vieux. Créons aussi des ateliers de curiosité qui permettraient de développer l'imagination qui est aussi infinie que le rêve. Alors pour conclure, je vais juste vous lire ce que je vous ai écrit, ce que j'ai écrit à tout le monde, parce que quelquefois lire est plus facile que dire. Oui, un pays où il n'y a plus assez de rêves, personnels ou endormis, est un pays qui meurt. Je vous propose de fuir les experts, les consultants, les spécialistes, ceux qui ont toujours raison, qui sont d'ailleurs souvent toujours les mêmes, qui brisent les rêves et le rêve parce que le rêve n'est pas rentable, parce qu'il n'y a pas d'action du rêve, parce que le rêve n'entre pas à la bourse. Au contraire, qui rêve, espère, envisage, construit, avec soi, avec l'autre. C'est un partage, oui, mais c'est aussi un espace de liberté pure. Quand Mandela était en prison, le rêve l'a maintenu en vie et il l'a concrétisé. Rappelons-nous ça. Chacun doit donc avoir accès au rêve. Je propose à tout le monde d'être des rêvologues. Nous sommes tous chacun, c'est évident, la réalité de demain. Avec ceci, notre cœur. Alors oui, changeons le monde, changeons-le ensemble. Merci.